Voilà pour ce documentaire de Dominique Hennequin, Déchets radioactifs 100 000 ans sous nos pieds. C'est le titre du documentaire que vous venez de voir sur ce site de Bure, sur la construction du centre de stockage devant débuter a priori vers 2019, si je ne dis pas de bêtises, avec une exploitation prévue pour 2025. Coût de l'opération 15 à 36 milliards d'euros. La fourchette est assez large pour 80 000 mètres cubes de déchets radioactifs dont la durée de vie dépasse les 300 000 années, ça fait un peu rêver. Durée du remplissage de ce site 100 ans et après on ferme tout et on oublie. C'est un petit peu ce qui est prévu. On va voir avec vous si c'est raisonnable. Alors autour de la table pour en parler, eh bien, il y a des côtés on va dire les probures, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les présenter. Fabrice Boissier et Francis Sorin. Fabrice Boissier, vous êtes directeur de la maîtrise des risques à l'Andra. Vous êtes en fait le maître d'œuvre de ce projet, si le feu vert est donné. À côté de vous, Francis Sorin, vous êtes directeur du pôle information de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire, et vous êtes aussi membre du haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Absolument. Voilà. Et en face de vous, donc, Benjamin Dessus, qui est président de l'association Global Chance, qu'on peut définir comment? Comme une association qui essaie de... Une association de scientifiques qui s'intéressent, d'experts indépendants, qui s'intéressent aux problèmes d'énergie, de climat, d'environnement. Dans une approche globale, avec le souci de voir à chaque fois comment on pourrait faire autrement, si j'ai bien compris. Et vous êtes ingénieur. Il y a Roland Desbordes, qui est physicien, le président de la CRIRAD, cette fameuse association qui a été créée, vous le savez, au lendemain de Tchernobyl, pour avoir un regard plus indépendant sur la réalité nucléaire. Il va nous rejoindre dans un instant, parce qu'on commence avec vous, Dominique Hennequin. C'est vous qui venez de réaliser le reportage, enfin, qui avez réalisé le reportage qu'on vient de voir. Pourquoi ce sujet? Pourquoi avoir envie d'aller 500 mètres sous terre? Et il me semblait que, en fait, ce débat autour de Bure n'existait pas vraiment, et que, pour moi, c'est un débat d'enjeu national. Et donc, je voulais profiter de ce débat public qui était lancé pour justement m'intéresser à cette question de l'enfouissement. Faut-il enfouir ces déchets nucléaires? En fait, il a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, officiellement. Tout à fait. Il y a quoi, il y a un an à peu près, même pas? Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Bon, il y avait eu un débat en 2006 quand on a voté pour l'enfouissement. Et on relançait ce débat dans la perspective de 2015 cette année. Donc ça me semblait important d'accompagner ce débat et de poser la question autour de ce site d'enfouissement. Pourquoi 2015? Parce que 2015, ça sera le feu vert ou pas? En fait, on va voter sur un aspect un peu technique, c'est-à-dire la réversibilité. On a décidé finalement en 2006 déjà de l'enfouissement, et en 2015 on décidera plus de la réversibilité. Donc on sent quand même que ce projet est en marche et que ce débat est un débat d'étape en fait. Bon, est-ce qu'on peut encore freiner, faire autre chose, envisager les choses différemment? On va voir. Vous avez été reçu comment par nos amis de l'Andra, etc. Très bien. Très bien reçu, oui. Très bien reçu. Bon, pas bonne table. Tout se passe très bien. On est bien accueillis quand on arrive à Bure. Non, mais à l'endroit, il y a aucun souci. Pour la communication, il y a aucun problème. Ils ont d'ailleurs toujours porte ouverte. On peut poser toutes les questions qu'on veut. Il y a toujours une réponse en tous les cas. Et ça, c'est sûr qu'on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Bon. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est quand on descend comme ça à 500 mètres, on est impressionné par ce qui se passe sous nos pieds à Bure? Moi, j'étais déjà descendu dans les mines de charbon, puisque je suis lorrain, donc je connais un petit peu tout ça. Donc, j'étais pas trop impressionné en descendant à 500 mètres. Je suis impressionné par la technologie qui est mise en place, certainement. Et j'étais très intéressé de voir ce qui s'y passait. Mais aussi, ça m'a posé pas mal de questions. C'est la question que je pose à la fin de ce film. Pourquoi si vite? J'ai le sentiment que la machine est en route, qu'on ne pourra pas l'arrêter, et je me pose la question aujourd'hui de savoir si on a pris suffisamment de temps pour y réfléchir. Vous avez des a priori en commençant ce film? Une opinion sur stockage ou pas stockage? J'avais pas d'a priori, j'ai essayé de garder une ligne de crête entre les opposants et les promoteurs du projet. J'avais fait un film sur l'uranium en amont de la production nucléaire, qui m'avait lui posé beaucoup de questions. Et comme ce projet se faisait finalement dans ma région, puisque j'habite dans l'est de la France et en Lorraine, je m'intéressais vraiment à l'aval et je voulais savoir comment ça se passait en bout de chaîne. Et là, vous sortez de votre enquête en vous disant, bon, bah, c'est pas si évident, peut-être
qu'il faudrait réfléchir un peu plus Il y a des questions qui se posent, il y a beaucoup de questions qui se posent, je pense que vous allez en débattre, mais la question de l'enfouissement pose d'abord la question du creusement dans le sous-sol, et on sait que faire une mine, ça n'est pas si simple. Ça pose pas mal de questions environnementales, ça pose pas mal de questions sur l'avenir de ces déchets, sur la mémoire de ces déchets, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réponses, mais je me pose encore beaucoup de questions. Fabrice Boissier, vous de l'Andra, vous avez été séduit par son documentaire. Vous me disiez avant l'antenne que vous trouvez que c'était pas tout à fait objectif. Alors, enfin, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai trouvé que Landra avait bien pu effectivement exprimer sa position, le projet qu'on porte, qui est pourtant pour l'instant le projet que Landra va proposer en 2015 et qui devra ensuite faire l'objet d'une décision. Aucune décision n'est prise à ce stade. Et effectivement, le reportage donne aussi la parole aux opposants. J'ai un peu regretté que Landra ne puisse pas aussi répondre sur les questions qui étaient soulevées par les opposants. Vous voulez avoir le dernier mot? Pas le dernier, mais un dialogue. Et vous, Francis Sorin? Sans nier les qualités de reportage du film, moi je trouve qu'il donne une image de la réalité un petit peu déformée. Parce qu'on a l'impression que d'un côté, il y a Landra qui défend son projet, et de l'autre côté, il y a tous les autres qui sont contre. Il y a les habitants de la région qui sont contre, les associations, les chercheurs, les militants, etc. Et ce n'est pas du tout, à mon avis, la réalité. Ce projet CIGEO, il est certes contesté par des personnes qu'on voit dans votre film, il est aussi approuvé par énormément de monde. Et vous avez l'impression que vous sentez d'être toujours en situation d'accusé? Oui, absolument. Oui. D'accord. Et CIGEO, je rappelle, c'est le projet d'enfouissement. Votre réaction à vous, Benjamin Dessus? Moi, j'ai trouvé ce film assez équilibré. Et alors on peut toujours se poser des questions de savoir s'il fallait faire des questions-réponses pendant longtemps. Que Fabrice Boissier a raison, c'est-à-dire qu'il était peut-être déséquilibré, si vous trouvez équilibré. Surtout, je pense que l'intérêt d'un film comme ça, c'est pas de savoir s'il est totalement équilibré, s'il donne plus la parole à monsieur machin ou à monsieur truc, c'est qu'il pose l'ensemble des questions ou pas. Bon. Et après ça, justement, on a des débats autour de ces questions. Et je pense que la façon dont c'est fait met en lumière à peu près l'ensemble des questions. Il y a un regret de ma part, mais ce n'est pas de la faute du film, c'est qu'on ne replace pas le projet CIGEO dans l'ensemble du problème des matières et déchets nucléaires. Et ça, on aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que, à la surface de la Terre aujourd'hui, vous avez un certain nombre de matières nucléaires dangereuses pour les citoyens, que ce soit des déchets ou pas, elles sont dangereuses. Et puis des déchets, là on traite le problème d'une partie de ces déchets, mais on n'a pas la conscience. Mais les autres, non. On n'a pas la conscience de quel morceau ça résout. En fait, quand on regarde au jour d'aujourd'hui, dans les déchets les plus dangereux, ça résout à peu près 40% du problème. Ça veut dire qu'il y en a 60% dehors. Il faut le savoir. Tous les autres déchets qu'on stocke à droite à gauche. Matières dangereuses, dont on fera peut-être des choses dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Mais en attendant, si aujourd'hui on prenait les déchets prévus pour aller dans CIGEO et qu'on les mettait dans le trou, ceux-là, on les protégerait pour un certain temps. On peut se poser des questions de la qualité de CIGEO, mais enfin, pour les 5 ans qui viennent, ça serait pas mal. Bon. Mais il en resterait 60% dehors. Voilà. De dangerosité, si vous voulez. Donc ça, c'est assez important à savoir, parce qu'on parle d'un projet qui va coûter tant de milliards, etc. Est-ce que ça résout un petit morceau ou un gros morceau de la situation? Voilà. Alors là, on est à la frontière entre la Meuse, je crois, et la Haute-Marne, c'est ça? Vous êtes lorrain. Vous le voudriez, ce projet, sous vos pieds? Vous dites pas trop? Il pose pas mal de questions aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il faut régler ce problème des déchets. Il faut avoir effectivement une attitude responsable par rapport aux générations futures, c'est sûr. Mais moi, il me pose pas mal de questions environnementales. On en produit, il faut bien qu'on s'en occupe. C'est sûr. Ouais. Mais en fait, il pose la question, effectivement, je rejoins monsieur, ça pose quand même la question de la chaîne, c'est-à-dire de la production en amont de l'uranate dans le désert du Niger ou au Gabon, jusqu'aux déchets... La production d'uranate? Oui, c'est l'origine de l'uranium. Voilà, c'est ce qui permet après de produire l'uranium. Donc on se rend compte qu'à toutes les étapes de l'échelle de la production nucléaire, que ce soit en amont, que ce soit dans la production, on a vu les accidents de Tchernobyl, de Fukushima, ou en aval aujourd'hui, on a quand même un problème. Et le problème des déchets est un problème lourd qui engage vraiment, comme vous l'avez dit, des centaines de milliers d'années pour l'humanité. Donc pour moi, je trouve que cette industrie nucléaire pose un problème général. Voilà. C'est-à-dire qu'elle nous fait supporter une responsabilité sur des très très longues périodes, sans qu'on ait l'impression d'avoir tellement choisi. Et plus j'avance dans cette réflexion, plus j'avance dans cette recherche, et plus je me rends compte de ça, quoi.
Merci beaucoup. Alors, on va regarder un premier extrait pour revenir sur ce documentaire et puis on va engager le débat. L'extrait, il concerne Corinne Lepage, qu'on connaît bien, et qui, elle, met le doigt sur quelque chose qui fait mal. Elle dit, mais comment se fait-il que depuis tant d'années, les personnes concernées soient à la fois juges et parties? Ça vaut pour Landra? On en reparle après. On regarde. La France est incapable, dans ce domaine-là, de se sortir de ce système dans lequel on trouve tout à fait naturel que le contrôleur soit le contrôlé. Ça fait 40 ans que ça dure et ça continue allègrement. Si on voulait réellement une expertise, c'est-à-dire pour être sûr que c'est bien, ou au contraire penser que c'est mal, il fallait demander à des gens qui n'y avaient aucun intérêt d'aller dire ce qu'ils en pensaient. Qu'on mélange des pros et des anti-nucléaires me paraît assez logique. Les gens peuvent avoir des opinions différentes, mais au moins sans aucun rapport avec l'ANDRA. Or, c'est précisément l'ANDRA qui sera chargé de gérer ce site, à qui on demande de faire les études. Bon, très bien. Je ne pense pas que ce soit une méthode de travail et je pense que nous courons des risques considérables à maintenir une méthodologie de cet ordre. Voilà ce que dit Corinne Lepage. Pendant ce temps-là, Roland Desbordes nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de la CRIRAD. Président, association indépendante, créée, je disais, au lendemain de Tchernobyl, pour avoir un regard un peu plus indépendant sur ce qui se passe. Effectivement, qu'on ne soit pas forcément juge et parti. Un mot sur le film quand même, sur le documentaire. Un mot rapide, oui, je trouve qu'il aborde beaucoup de volets différents sur le problème de l'enfouissement de ces déchets-là, mais je pense qu'il faudrait revenir sur l'ensemble des déchets radioactifs, et je pense que c'est important. Il aborde plutôt l'ensemble des problèmes. Je pense qu'il y a d'autres volets qui pourraient être abordés, le problème de la mémoire, qui a été traité dans d'autres domaines, mais c'est un sujet en tout cas qui est très vaste et où je trouve que globalement il traite bien les différents aspects financiers, techniques, etc. Francis Boissier, alors pourquoi juger parti? Alors, là, je voudrais intervenir par rapport à l'extrait où Corinne Lepage intervient. C'est parfaitement inexact ce qu'elle dit. Le cadre institutionnel dans lequel l'ANDRA agit est extrêmement clair, fixé par la loi. L'ANDRA est un établissement public à qui l'État a confié la mission de mettre en sécurité les déchets radioactifs. Pour ça, on nous demande de concevoir, de construire et d'exploiter des centres de stockage de déchets radioactifs. Il y a des contrôleurs indépendants institués par la loi, notamment l'autorité de sûreté nucléaire, dont le cadre d'action est fixé par la loi du 13 juin 2006, qui dit que cette autorité est indépendante, son président est inamovible, ses commissaires sont inamovibles, ils nous contrôlent, ils ont un appui technique qui est l'IRSN qui examine tous les dossiers qu'on fait, toutes les assertions produites par l'ANDRA sont examinées, instruites, contredites éventuellement par l'autorité de sûreté nucléaire, par l'IRSN, il y a même une commission nationale d'évaluation. L'IRSN, c'est l'Institut de recherche. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bon, tous ces organismes-là, vous dites, sont indépendants, même s'ils sont étatiques. Ils vous contrôlent et vous vous soumettez à leur décision. C'est ce que vous vouliez dire aussi. Moi, je trouve assez stupéfiant cette déclaration de Corinne Lepage. Comme le dit M. Boissier, il y a effectivement énormément de contrôles qui sont exercés sur les activités de l'ANDRA, et notamment la Commission nationale d'évaluation. C'est un organisme qui a été créé dans les années 90, qui est spécialement chargé d'examiner les activités de l'ANDRA et notamment d'examiner le projet CIGEO et qui chaque année doit faire un rapport d'évaluation sur la sûreté de ce projet. Et je dirais aussi que le comité dont je fais partie, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, a eu à se livrer à un certain contrôle des activités de l'ANDRA. On a été saisi par Mme Delphine Batho, qui était à l'époque ministre. Est-ce qu'il y a dans tous ces organismes-là des gens représentant de tendances qui ne sont pas forcément favorables au nucléaire? Est-ce que la commune aussi, il y a des gens qui ne sont pas favorables au nucléaire. La question des déchets radioactifs, c'est une question de sécurité publique. Il y a des déchets qui ont été produits par l'industrie nucléaire, comme le rappelait M. Dessus. Il faut s'en occuper. L'ANDRA a cette mission de s'occuper de ces déchets. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre le nucléaire. Vous êtes d'accord avec ça? Elle a tort, Corinne Lepage? Je ne dirais pas tout à fait les choses comme ça. Pour moi, le problème qui est posé là à travers ça, c'est que l'ANDRA est en même temps celle qui fait les recherches et effectivement celle qui va exploiter le stockage. Pour moi, ça aurait dû être déjà deux entités totalement différentes. Mais pour surtout, que celle pour moi, qui dit que c'est possible ne soit pas la même que celle qui va faire l'exploitation. Voilà. Et surtout, pour moi,
ce qui pose problème. C'est pas tellement ça. C'est le fait que cette recherche, moi évidemment je suis pour la recherche, elle n'est pas encadrée par des obligations de résultats. On demande à l'ANDRA de faire des recherches dans différentes directions, de tester si la roche est suffisamment perméable. Tout ça, c'est encadré par une règle fondamentale dite de sûreté. Et en gros, on dit qu'on a un cadre, mais en réalité, si vous regardez cette règle fondamentale de sûreté, vous apercevez que ce qui va être imposé à l'ANDRA au final, en gros, moi, je veux dire, est-ce que ce site convient ou pas? Bon, eh ben, évidemment, le promoteur du projet dira bien sûr qu'il convient. Par contre, quelles sont les exigences techniques réelles que l'on a mis à la recherche vous dites pour pas dire qu'on ce adapte site des convient ou ne exigences convient aux pas. qualités intrinsèques du site, c'est Ben, ça que vous en dites? gros, aujourd'hui, on va être condamné à faire quoi? À choisir entre quoi et quoi? Il n'y a pas d'autre site. Au départ, il faut rappeler quand même l'origine. Bah, au début, on a testé, enfin, on a hésité hésité entre plusieurs sites possibles. Oui, mais justement, quand la loi est sortie, la première loi qui est sortie sur les déchets radioactifs, elle date de 1991, la dite loi Bataille. Elle préconisait 3 voies de recherche. Elle préconisait 3 voies différentes de recherche. L'enfouissement en faisait partie, évidemment, parce que c'est celle-là qui avait toujours eu la faveur des exploitants. Elle préconisait la recherche sur l'entreposage longue durée en surface, en gros, travailler sur des emballages. Elle préconisait aussi la transmutation. Pour l'enfouissement... Transmutation, ça veut dire quoi? C'est transformer ces déchets radioactifs en d'autres déchets qui seraient moins radioactifs ou voire à durée de vie moins longue. Voilà. En gros, les transmuter. Si je vous comprends bien, là, vous dites, on réfléchit sur quelque chose, mais le choix est déjà fait. Mais le choix, dès le départ, il a toujours été fait par les exploitants. C'est l'enfouissement, ça c'est clair. Il ne faut pas tromper le monde. Donc la loi de 91 a simplement apporté un cadre juridique. C'était déjà intéressant. Mais elle n'a pas été respectée. Du tout, cette loi. En fait, on nous avait promis trois sites d'enfouissement différents. Ce que dit Benjamin Su là-dessus, justement, vous dites quoi? C'est vrai qu'on est dans un système où on a lancé il y a 20 ans une idée d'enfouissement, qui était l'idée des exploitants. Ils avaient envie on poursuit dans cette idée-là. Alors, pendant ce temps-là, la société a évolué. Et le cahier des charges de ce projet a évolué. Et on n'a jamais remis en cause le projet lui-même, mais on a raffiné le projet. Et moi, ça me paraît dangereux. On reste contraint dans la décision, par exemple, mais on parle de réversibilité. La réversibilité, ça veut dire, a priori, je peux aller chercher n'importe quand, pendant 100 ans, le dernier colis qui est tout à fait au fond de... On va y venir, vous nous expliquerez après la réversibilité. Mais... Cette réversibilité, est-ce que c'est facile de l'exercer quand on fait un trou à 500 mètres et qu'on fait une galerie de 10 km de long? Vous voyez, on pourrait se reposer la question autrement, à cause de la réversibilité. On ne se l'est jamais reposé, on a raffiné le projet. Et je pense qu'on est dans un système... à affiner et à justifier... Mais oui, parce que le cahier des charges évolue, et c'est normal. Je ne sais pas s'il est vraiment important de savoir qui, à l'origine, a eu l'idée du stockage. Ce qui est important, c'est qu'en 1991, la société française, par le Parlement, s'est exprimée en disant « Je regarde en 15 ans 3 voies de recherche, je les examine, je fais des travaux de recherche, et des travaux de recherche ont été faits sur le stockage, l'entreposage été choisi d'entrée de jeu? Non, ça n'a pas été changé. Et en 2006, au vu du résultat des recherches, le Parlement a décidé de privilégier le stockage comme solution de référence, de poursuivre les études sur la transmutation et de continuer à travailler sur l'entreposage en complémentarité avec le stockage. Donc on continue à travailler et il a été demandé à l'ANDRA de concevoir le stockage. Il peut bien revenir en arrière, vous dites. Mais avant la loi de 2006, il y a eu un débat public. Et qu'est-ce qui ressort de ce débat public? C'est que la très grande majorité des gens qui se sont exprimés à travers ce débat public a dit, parmi les 3 voies de recherche qui n'ont pas abouti, l'enfouissement, nous, on n'en veut pas. Et nos députés... Ils sortent une loi en 2006 et disent la solution de référence, c'est l'enfouissement. De qui s'est-on moqué? Entre-temps, il y a eu aussi un avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit l'entreposage qui avait été effectivement, dont les citoyens avaient dit que ça pouvait être une solution. L'autorité de sûreté nucléaire a dit ça ne peut pas être une solution définitive parce que ça ne peut pas garantir la sûreté de manière pérenne. Et donc c'est sur cette base-là, entre autres pour des raisons éthiques, que le Parlement a privilégié la solution du stockage. Donc pour bien vous comprendre, il y a un moment donné, on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit, nous on préfère que les choses soient entreposées, pas à l'air libre, mais enfin, restent accessibles, qu'on puisse j'imagine, les ressortir, les réhabiller, les reconditionner régulièrement. Ce qui en sortait était plus équilibré. Hein. Il disait, on peut faire de l'entreposage ou du stockage. Bon, ils ont choisi ça.
et le Parlement a choisi quand même le stockage en sous-sol. Non ? On ne peut pas dire que lors du débat 2005-2006, c'est l'entreposage qui a été choisi. C'est pas possible. L'enfouissement a été refusé. Ah non, j'ai pas dit non, que- on ne peut pas dire ça, monsieur Le Desmond. débat, Non, c'était non, qu'il non. fallait continuer à travailler aussi Oui. sur le stockage. Alors, on a continué de travailler sur l'enfouissement et on a continué de travailler sur le stockage et finalement s'est dégagé sur un plan technique le fait que l'enfouissement, le stockage en couche alors, géologique aujourd'hui, est on la débat meilleure solution. de quoi ? Et si vous me permettez de vous lire ces quelques mots de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire, qui s'est prononcé là-dessus, le stockage géologique est parmi les solutions envisagées la plus à même de protéger les générations Donc futures. aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, on débat de quoi ? Alors, Alors aujourd'hui, l'ANDRA... On débat ou on débat pas On fait de l'information des gens ou on débat ? En 2006, le Parlement a demandé à l'ANDRA de concevoir un projet de stockage géologique et de le présenter en 2015 pour une demande d'autorisation. L'ANDRA, conformément à sa mission, a travaillé et avant de le présenter pour une demande d'autorisation, le soumet au débat public. Donc c'est un projet qui n'est pas décidé aujourd'hui, c'est la proposition de l'ANDRA au stade de conception où on Est-ce en qu'il est. peut Et- sérieusement être remis en Mais bien cause sûr, aujourd'hui mais bien ce sûr. projet-là ? Mais bien sûr, il Faut faut dire savoir que ça les yeux dans les yeux. il si faut je puis savoir dire. que les déchets radioactifs aujourd'hui sont entreposés sur les sites des producteurs de déchets. Il n'y a donc pas d'urgence à décider. Nous pensons, nous, que nous allons arriver avec un projet suffisamment solide, suffisamment bon pour que la société puisse décider de l'engager. Et On qui pourra décidera en discuter. 2005, en 2015 Alors, Qui décidera ? En 2015, personne ne décide. En 2015, nous déposons un dossier. Bon. Ensuite, il y a au moins 3 ans, peut-être plus, d'instruction, d'avis, d'une loi. Ça doit repasser au Parlement qui doit se prononcer sur la réversibilité. Une loi, et final- 2019, on attaque, a Si- priori. Si on a une autorisation qui serait délivrée vers 2018-2019, À la après suite. un avis positif essentiel de l'autorité de sûreté nucléaire, un décret du gouvernement, et alors là, on Et la pourrait loi du imaginer... Parlement. Et une loi auparavant, et donc là, on pourrait imaginer commencer à travailler. Donc vous voyez Bon. qu'on n'est pas du tout à la fin du processus. Les jeux ne sont pas faits par avance. Les jeux sont a priori pas faits, d'autant qu'en principe, le gouvernement ou la loi parle d'une solution de référence. Et vous savez que quand on fait un scénario de référence, c'est pour pouvoir avoir des alternatives. Sinon, c'est pas la peine d'avoir une référence, c'est la loi. Hein. Une solution de référence suppose une alternative. Le problème, c'est qu'on étudie moins l'alternative que le... Il y en a une alternative aujourd'hui ? On s'en occupe pas beaucoup. Il n'y a pas une volonté fantastique de s'occuper de l'alternative, puisque la solution de référence paraît Est-ce que à tout le cette monde la meilleure. marche À tout vers le le monde. site de Bure est une marche qui peut être elle est- interrompue ? Alors- Est-ce qu'on peut faire machine arrière un jour ou est-ce que de toute façon on s'est Il lancé ? y a deux questions. On peut a priori revenir en arrière, et on peut, si on souhaite faire un stockage, un enfouissement des déchets nucléaires, se poser la question de est-ce que CIGEO est le bon projet d'enfouissement ? Est-ce qu'il faut le faire là ou ailleurs, dans une autre roche de d'autre façon ? Et deuxièmement, quel calendrier ? Est-ce qu'on est pressé de prendre cette décision ? Or, tout le système est fait pour qu'on soit acculé à prendre des décisions rapides. Et, Alors- et là, je rejoins ce que disait Hennequin tout à l'heure. Franchement, on n'est pas pressé. Vous avez l'impression Alors, qu'on je vous comprends que bouscule l'Andra un est petit pressé peu parce qu'il a envie de lancer ses appels d'offres. Les ingénieurs ont envie de faire le boulot, c'est normal. Mais enfin, on n'en est pas. D'être bousculé par une technologie qui avance et qui aurait tendance à emmener Oui, le morceau. et par un Personne débat n'est sur- bousculé. Personne n'est bousculé. L'ANDRA fait des études, présente ses études. La société a tout loisir de décider, y compris du calendrier, y compris si alors, elle veut parlons-en. suspendre le projet. Parlons, calendrier c'est fait, parlons du prix. Moi, je suis surpris de voir qu'on nous dit que c'était 15 milliards au départ, que EDF, je crois, a provisionné 5 milliards. Maintenant, on entend 36 milliards. On se dit, bah, c'est pas la même Mais chose. on ne sait pas. On sait Vas-y, pas. Et Brunet. dans le dernier débat que j'ai eu sur Internet sur cette question avec votre collègue Labalette, il était évident qu'on ne sait pas le coût actuel du projet. Et on nous dit d'ailleurs, vers juin 2014, on commencera à avoir une estimation. Alors, à quoi ça sert de parler aujourd'hui du prix ou du coût de ce projet si on ne sait pas de quoi on parle? Bon, alors attendons de savoir, décalons et refaisons un débat public sur cette question quand on aura une idée Donc du coût. Si on ne sait pas si les ça prix, coûte ça n'a pas de 15, sens aujourd'hui. 35 ou 100, faut franchement... On n'en sait rien. hein. On sait pas. Il faut savoir de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'il y a des chiffres ont été avancés? Parce que la loi française prévoit que les producteurs de déchets, dès aujourd'hui, provisionnent, c'est-à-dire provisionner. mettent de côté l'argent pour gérer ces déchets. Mm. C'est pas uniquement le coût de la construction du centre qu'on leur demande de provisionner, c'est la construction, l'exploitation, la fermeture, les assurances, les Bon, impôts, et donc, tout ça sur 100 C'est ans. vrai qu'on parle de 35 milliards et que EDF a provisionné 5 ?
Non, on parle de coûts sur 100 ans, étalés sur 100 ans. Vous imaginez bien que évaluer des coûts d'exploitation en 2070, c'est un exercice hautement périlleux. Donc combien approvisionner EDF? Ce travail, il est fait progressivement, c'est-à-dire que nous préparons une conception industrielle. Sur la base de cette conception industrielle, un prix est évalué. Combien? De construction d'abord et ensuite d'exploitation. Aujourd'hui, notre conception n'est pas terminée et donc, effectivement, en juin 2014, nous pourrons donner un chiffre qui sera basé sur des études industrielles et donc relativement consolidées. Mais aujourd'hui, les producteurs ont déjà provisionné sur la base du précédent chiffrage fait au stade des études amont, qui était de 15 milliards d'euros sur 100 ans. Sur 100 ans, encore une fois. Ils ont provisionné ça? Non. Les 15 milliards d'euros sur 100 ans, en provisionnant 5 milliards, vous avez assez d'argent pour payer 15 milliards sur 100 ans. C'est la loi des intérêts. Donc c'est bien ça. EDF a provisionné suffisamment d'argent pour un stockage à 15 milliards d'euros sur 100 ans. C'est-à-dire? Eh bien, ça représente 5 milliards, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc 5, 15. Maintenant, on ne sait pas si ce sera 15, 20, les 5 milliards d'euros, 40, les 5 milliards d'euros suffisent à payer le coût du stockage, sa construction et son exploitation. Si on peut placer pendant 100 ans... Si on peut, pendant 100 ans, placer de l'argent à 5%, 4,8%, que EDF peut placer pendant 100 ans cet argent à ce tarif. C'est pas mal. Si vous pouviez faire ça, c'est intéressant. Et puis, en plus, il faut qu'EDF existe encore dans 100 ans. Vous voyez, le type de problème que ça pose, je leur en veux pas. Il faut faire des provisions. Mais ça veut dire, je m'engage, moi, EDF, à être vivant dans 100 ans. Il n'y a pas beaucoup d'organisations, sauf l'Église catholique, qui est tenue ce temps-là. Même le PC soviétique n'a pas tenu ce temps-là. Il y aura toujours de l'électricité. Et attendez, il y aura de l'électricité, mais il n'y aura pas EDF. Il y aura de l'électricité peut-être, j'en sais rien, on aura peut-être trouvé autre chose. Mais pendant 100 ans, je place mon argent à 4,8%. C'est pas mal. C'est pas mal. La loi demande à EDF non seulement de provisionner, mais d'avoir des actifs dédiés, c'est-à-dire des actifs qui, même si EDF disparaît, ces actifs seront là et pourront être vendus pour payer le stockage. On a bien compris qu'on provisionnait quelque chose dont on ne connaissait pas le prix. Donc c'est un peu compliqué. Il faut bien voir que si on parle de siècle, quel va être le chiffre d'affaires rapporté par l'électricité produite, laquelle production d'électricité engendre ces déchets? Quel va être le chiffre d'affaires rapporté par le courant électrique? Ça va être d'à peu près 1500 milliards. 1500 milliards d'euros sur le siècle, si on se fonde sur les données actuelles. Il faut donc mettre ça en regard du coût éventuel possible, avec une fourchette assez large de CIGEO. Vous dites, compte tenu de ce que rapportera l'électricité, ça ne coûte pas très cher. Mais c'est pas 1 à 2% du coût de l'électricité. Puisqu'on parle de coûts, moi je n'ai pas de spécialité dans ce domaine-là. Par contre, la Cour des comptes a travaillé sur ce sujet-là. Elle a sorti un rapport il y a un peu plus d'1 an maintenant sur le coût de l'électricité d'origine nucléaire. Et elle relève beaucoup d'incertitudes. Alors, moi, effectivement, dans l'évaluation qui est faite par les exploitants, par les différentes personnes, concernant ces déchets-là, mais pas seulement ces déchets-là, sur beaucoup d'autres incertitudes, sur d'autres déchets qui ne sont pas pris en compte, et surtout sur le coût d'un accident nucléaire s'il en arrive un entre-temps. Et là, donc faire des projets à ces périodes-là sur des aspects économiques, moi, ça me paraît extrêmement On fait des provisions un peu hypothétiques sur des risques. Monsieur Desbordes, ce que vous devriez préciser, c'est que la Cour des comptes, dans ce raisonnement-là, conclut que même si le coût des déchets, de stockage des déchets de CIGEO est sous-évalué et qu'il faut le réévaluer largement, ça n'aura qu'une incidence minime sur le coût de production du kilowattheure nucléaire. Elle a soulevé beaucoup d'autres incertitudes. Attendez, on a vu le calendrier. Si vous les mettez bout à bout, ces incertitudes, on en arrive à une grosse incertitude sur le coût réel de l'électricité d'origine nucléaire aujourd'hui. Alors, minime sur le coût de production. On s'en tient là pour le coup. On a vu le calendrier, on a vu le coût. Je voudrais qu'on aille vers cette fameuse irréversibilité dont vous parliez et qui est quand même quelque chose qui nous intrigue. On écoute un nouvel extrait. C'est Nadine Schneider de Bure Stop 55 qui nous parle de cette question fondamentale. Sa directrice, Marie-Claude Dupuis, dit de toute façon, à terme, c'est un stockage définitif. C'est-à-dire que tant que c'est pas fermé, c'est ouvert. En gros, c'est ça la réversibilité selon l'ANDRA. Et elle a inventé un autre terme qui s'appelle la récupérabilité. Donc elle dit, le stockage est réversible, mais il n'y a pas de récupérabilité. Donc on joue vraiment sur les mots pour séduire des gens facilement, sur le fait que c'est facile de... Comment je veux dire, moralement, on peut dire oui à un stockage réversible. Pour un élu, c'est quelque chose qui peut être dit à la population.
Mais on ne peut pas dire, oui, un stockage irréversible. Benjamin Dessus, si j'ai bien compris, on nous dit que le stockage va être réversible pendant 100 ans, mais on nous dit en même temps que les fûts qui auront été déposés pendant ces 100 ans, on ne pourra pas aller les récupérer. C'est ça qu'on dit? C'est un peu plus compliqué que ça. L'ANDRA, si j'ai bien compris, s'engage à prendre des précautions pour qu'on puisse a priori aller récupérer les déchets. C'est-à-dire que les dispositions techniques font que, logiquement, on peut aller chercher le dernier S'il y a un déchet. problème, s'il y a un si on problème. change d'avis, on peut y aller. Surtout si on change d'avis. C'est exactement le contraire de ce que dit Mme Schneider. C'est-à-dire Bah, le attendez, on en stockage parle, on en parle. est Attendez. conçu pour être récupérable pendant au moins 100 ans, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller récupérer les déchets. Tout ce qu'on va Ça fait déposer partie pendant du les cahier 100 ans, des on charges. pourra aller On les peut chercher. le ressortir. Cela dit, Oui. D'accord. Cela dit, quand on pose des Donc c'est questions... réversible. Ouais, Oui, quand c'est on réversible pose et des récupérable. questions du style qui va payer cette récupération des déchets, la réponse de l'ANDRA, assez longue, c'est le principal de son analyse financière, c'est pas nous, c'est les générations suivantes. Premier point. Autrement dit, le discours général consiste à dire nous faisons tout aujourd'hui pour que les générations suivantes ne soient pas responsables, mais si vous voulez changer d'avis, c'est vous qui payez. Alors c'est vrai que si c'est les Ce seront générations ceux qui suivantes... changeront d'avis qui paieront. Voilà. Bon. Et on ne sait pas ce que ça coûte. Alors ça, c'est un premier problème. Et deuxièmement, on peut être amené pendant les 100 ans qui viennent à ne pas se poser la question du choix. S'il y a un incendie dans le dernier colis au fond, ou un truc qui ne va pas dans le fond, il va falloir aller le chercher. À ce moment-là, quel est le temps de récupération? Par exemple, on va mettre 100 ans à mettre nos déchets jusqu'au fond. S'il faut aller chercher le dernier parce qu'il y a un accident et qu'il faut agir vite, est-ce qu'on a les Excusez-moi, moyens mais de le on faire met et qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il y a le premier qu'on a mis, C'est bien est-ce compris. qu'on a des scénarios, est-ce qu'on sait ce que ça coûte? Ouais. Et est-ce que c'est prévu dans le coût? Excusez-moi, on va mettre 100 ans à aller placer tous nos déchets ou on a 100 ans pour remplir ce site tellement il est grand? Non, on va mettre 100 ans à stocker les déchets si on décide de les stocker parce qu'il C'est y a long des à quantités importantes de déchets, 80 000 m3 de déchets, qu'on le fait avec des précautions particulières parce qu'il s'agit de déchets radioactifs. Et donc, on a prévu d'exploiter très progressivement le stockage et de progressivement, alvéole par alvéole, remplir les Bon, et alvéoles, tout s'il y a ça pour un une centaine d'années. incendie, une détérioration, quelque chose au bout du bout, Mais on fait quoi? Et il n'y a pas un seul endroit où on met les déchets. Il faut voir que l'installation intérieure, elle est ramifiée. Donc, on a des secteurs. Et donc, on peut déstocker un secteur. On n'est pas obligé de tout déstocker. Et donc là, on l'a annoncé, les temps de stockage et de déstockage, ils sont à peu près similaires. Parce que quand on déstockera les Donc, déchets... il faut 60 ans pour stocker un moment Alors, donné, on met... Non, au parce bout que de 60 ans, il y a un souci, il faudra 60 ans pour aller non, parce que chercher. les secteurs, c'est 1 année, 2 années d'exploitation. Et puis, Par secteur, par alvéole, par alvéole. L'incendie qu'il faut un an pour sortir le truc, oui, c'est Monsieur- une notion de la monsieur Dessus, récupérabilité monsieur qui est Dessus. bizarre. dans aucune installation industrielle, on ne fait reposer la sécurité sur le fait de ressortir les objets qui sont dedans. Oui, mais Donc, c'est ça qu'on a demandé. Oui, C'est ça la loi. non, non. Bon. On doit garantir la sécurité du site. C'est le travail de l'ANDRA, c'est contrôlé par l'autorité de sûreté nucléaire. S'il y a un incendie, on devra être capable de le maîtriser. Ensuite, une fois qu'on aura maîtrisé la situation, on pourra se poser la question, est-ce qu'on veut ressortir les déchets? Et là, on aura le temps de le faire. Comment ils font les voisins? Les autres pays qui ont des Non, stockages. non, tous les pays, Moi, c'est tous de les la pays. communication, ça. Il ne faut pas oublier que c'est une demande qui a été formulée. Est-ce que nos enfants pourront changer d'avis? Je suis désolé, on voudrait nous faire croire qu'on peut se faire un stockage irréversible, réversible. Vous demandez la quadrature du cercle, là. Pour vous, ce qu'on Et va on commencer ferait- à y mettre, ça sera irréversible. La conception d'un stockage géologique, c'est l'irréversibilité. C'est-à-dire, en gros, c'est des enveloppes et on ne met pas de serrure, il n'y a pas de clé pour justement ne pas pouvoir rentrer dedans. Et là, on va nous faire croire qu'on va pouvoir faire un stockage qui soit irréversible, réversible. Donc pour nous, Je suis c'est pour désolé, nous rassurer ne qu'on dit ça. tient pas C'est la ça. route. C'est pour nous rassurer. réversible pendant un certain nombre d'années, On monsieur assure la Desbordes. réversibilité que pendant la période de garantie. Quand vous achetez quelque chose, en général, la période de garantie, tout va bien, et c'est après que les Voilà. problèmes arrivent. Un mot là-dessus, on va passer à autre Le chose. stockage sera réversible pendant un certain nombre d'années. Oui, mais c'est des mots, ça. Mais monsieur non, c'est Sorin. pas des Ce mots. sont des mots. C'est La pas des mots dans la la... conception d'un stockage. Pourquoi aller mettre les déchets 500 mètres sous terre si c'est pouvoir les reprendre après? C'est pour ça que Imaginez- l'urgence aujourd'hui, c'est de changer la loi. Une loi, ça se change. La loi de 91 a été changée en 2006. Eh bien, nous pouvons changer la loi de 2006 si nous avons Monsieur pris Desbordes. conscience de ces problèmes-là. Imaginez que dans 30 ans ou dans 60 ans, nos descendants trouvent des moyens
plus astucieux, peut-être plus On aurait perdu économique, beaucoup d'argent à peut-être les enfouir sous terre, alors qu'on plus aurait pu les efficace. garder justement sous la On terre. laisse, la possibilité à nos descendants, on laisse la possibilité à nos descendants de mettre en œuvre des techniques peut-être meilleures. Je voudrais quand même préciser qu'on a parlé de la récupérabilité, qui est l'acte technique de sortir les déchets. Dans les propositions que fait l'ANDRA sur la réversibilité, il est très important de dire que ce que nous proposons, c'est justement que la société garde la maîtrise du processus. Et nous avons proposé justement qu'on ne donne pas un chèque en blanc à l'ANDRA pour stocker, mais au contraire que très régulièrement, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y ait des rendez-vous et qu'on se repose la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête de stocker? Je repose ma question, comment font nos voisins? Les gens qui ont des déchets aussi nucléaires, parce qu'on n'est pas le seul à avoir des centrales. Tous les pays, nos voisins, pardon. Tous les pays qui ont des déchets radioactifs, pour l'instant, ils ont ils ont des projets, ils s'orientent vers le stockage géologique plus ou moins rapidement. Les États-Unis stockent déjà un certain type de déchets. Des pays ont déjà des projets en cours d'autorisation. La Suède, la Finlande. Il faut savoir que la France est la plus en pointe sur cette question de réversibilité, c'est-à-dire que c'est le pays où on met le plus d'exigences de contrôle de la société sur ce processus. Mais on est les plus en pointe aussi sur ce projet d'enfouissement. Puisque on est les plus avancés. La Finlande et la Suède sont plus avancés que nous. On peut ajouter aussi que l'Union européenne recommande aux États qui ont du nucléaire chez eux de s'orienter vers le stockage géologique. C'est une recommandation de l'Union européenne. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous faites référence à l'Union européenne. Quel est son rôle là-dedans, si ce n'est de vouloir se débarrasser d'un problème, de mettre la poussière sous le tapis. Je suis désolé. L'argument que donne la communauté européenne par rapport à ça, il est totalement inacceptable. Tous les pays qui travaillent, qui sont avancés, qui ont des études avancées concernant le stockage des déchets, ont choisi le stockage géologique. Non, ils n'ont pas choisi. Mais c'est pas fait. Mais si, c'est un fait que cas, vous ne savez pas contredire. Personne n'a encore fait de trou du style de celui qu'on est en pointe qu'on va faire. De fait. Les Finlandais. Il est clair que c'est considéré comme une référence, comme la France est le pays le plus nucléarisé. Si on fait CIGEO, les autres vont nous imiter. C'est clair. Les autres sont en train de s'orienter de la même façon que nous. Alors, dernier point, la sécurité. Et là, on va écouter Bernard Laponge, qui est physicien nucléaire et qui, lui, est un peu sceptique sur tout ça. Est-ce qu'on peut absolument fermer hermétiquement ou bien est-ce qu'il pourra y avoir des infiltrations puisqu'on fait des trous? Cette couche d'argile qui était absolument imperméable, je fais dedans des trous. Alors, je peux peut-être boucher, mais vous savez, dès que vous faites un trou, il y a des fuites. Enfin, c'est assez facile, en fait, d'imaginer des circonstances, par exemple climatiques, sans aller jusqu'à la géologie, mais climatiques, qui font qu'une telle installation, à un moment donné, ne peut plus fonctionner, enfin, a des problèmes. Fabrice Boissier, on s'oriente sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. Qu'est-ce qu'on sait de ce que sera je sais pas, la géologie dans des dizaines ou des centaines de milliers d'années? Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le principe du stockage géologique. C'est justement de constater que quels que soient les ouvrages humains qu'on fasse, dans 1000 ans, 10 000 ans, ils auront disparu, se seront dégradés. Or, ce qu'on sait, c'est que les temps géologiques sont, eux, de l'ordre des dizaines de centaines de millions d'années. Donc quand on est dans une couche d'argile à 500 mètres de profondeur, là où nous avons notre laboratoire, on est dans une roche qui a 150 millions d'années, qui est stable, qui n'a pas bougé dans les 10 derniers millions d'années. Et donc, on se dit que cette roche-là, elle va pouvoir garantir ce qu'on ne peut pas garantir avec des ouvrages en béton, c'est-à-dire la pérennité sur cette échelle de temps. Bon, donc ça veut dire, on considère que nos petites capsules avec les déchets dedans, elles vont se détériorer au fil du temps naturellement. Bon, il restera le matériel nucléaire au contact avec l'argile, et c'est l'argile qui se chargera de faire l'enveloppe. Voilà, il faut imaginer que cette couche d'argile, c'est une couche de 150 mètres d'épaisseur, et qui est très imperméable, et donc qui va jouer ce rôle de confiner la radioactivité. Et ce qu'on a... Et lui, quand il dit oui, mais on fait des trous, etc., il va y avoir des fuites, donc si on fait des fuites, on change la donne et on ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien, c'est justement pour ça que ça fait 20 ans qu'on fait des recherches et qu'on a fait un laboratoire où on dépense plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour étudier la roche sous toutes ses coutures, regarder quel impact ont les perturbations qu'on apporte quand on creuse, quand on y introduit des déchets, pour essayer de comprendre et s'assurer que les incertitudes qui restent sur le comportement de la roche ne compromettent pas cette capacité à confiner les déchets. Il y a d'autant plus de recherches à faire, on le voit bien dans le dernier budget de la loi rectificative, il y a 110 millions ou 120 millions d'euros qui sont donnés à l'ANDRA d'ici 2020, encore pour donc 7 ans, pour
faire ce genre d'études. Donc ça veut bien dire qu'on ne sait pas encore tout et qu'on est loin de savoir tout. C'est pour concevoir le stockage. Et pour concevoir le stockage aussi. Bon. Mais bien sûr qu'on n'a pas terminé notre conception. Donc, vous voyez, on est dans un truc, on est en train d'essayer de faire quelque chose et on essaye, à travers un débat public, à travers une série de choses, de nous faire prendre des décisions intermédiaires qui feront, par exemple, que la loi que devra voter le Parlement en 2000, je ne sais plus combien, après 2015, c'est pas on fait CIGEO ou pas, c'est on le fait réversible ou plus ou moins réversible. Autrement dit, c'est déjà acquis dans la tête de tout le monde qu'on fait CIGEO. Moi, ce que j'entends, ce que vous dites depuis le début, vous qui connaissez bien plus que moi dans ce domaine-là, et qui vous faites aussi part de ce que peut être le scepticisme de la population, si j'ai bien compris, c'est que on a l'impression que sur ces questions-là, les dés sont jetés, les choses sont faites, et que tout est question d'habillage pour nous faire accepter des décisions qui sont déjà prises, grosso modo, des choix technologiques qui sont déjà faits. Est-ce que c'est pas le problème du nucléaire en général? C'est que le problème du nucléaire en général, c'est que ce que ressentent en tout cas les populations locales, c'est dommage qu'il n'y ait pas parmi nous quelqu'un, un Indien, si vous voulez, qui était sur place, parce qu'eux le ressentent évidemment beaucoup plus que nous, ce genre de problème. L'impression qu'on leur a enfilé successivement un certain nombre de choses, c'était un labo, ça devient un stockage, tout ça de façon sans véritable débat public, si vous voulez. Moi, j'étais intervenu auprès des élus locaux avant le labo, s'étaient posé la question, parce qu'on leur avait dit, de toute façon, les voies de recherche pour l'enfouissement, c'est le sel, l'argile et le granit. Et il y aura plusieurs labos dans chaque domaine, donc au moins 6 laboratoires. Et ensuite, on décidera. Or, les choses se sont passées de telle manière qu'il n'y a plus qu'un labo. Et quand je suis intervenu auprès des élus du Conseil général de la Haute-Marne pour leur dire, attention, il n'y a qu'un labo. Le choix, ce sera Bure ou Bure. Et évidemment, on ne m'a pas cru à ce moment-là. Aujourd'hui, on constate que c'est Bure ou Bure. Alors, est-ce que c'est pas de l'enfumage tout ça au fil du temps? Attendez, on fait un débat public. Le rôle du débat public, c'est d'éclairer. Si tout est écrit par avant. Le rôle d'un débat public, c'est d'éclairer des décisions à prendre. Aujourd'hui, la décision de faire CIGEO n'est pas prise. Elle doit être prise. Donc le débat public vient éclairer la décision à venir. Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'un jour on puisse dire, tout compte fait, on le fait pas? Il est toujours possible de dire je veux le faire ailleurs, je veux le faire plus tard, je veux le faire différemment. Et ça, c'est justement la liberté que la société doit se garder. À la fois du point de vue technique, elle doit pouvoir contester ce que propose l'ANDRA, si elle trouve que nous n'avons pas assez bien travaillé. Du point de vue de la politique, la gouvernance, elle doit pouvoir dire on veut le faire moins vite, on veut être plus progressif. Et ça va être justement la phase très importante entre le moment où l'ANDRA va déposer son dossier et le moment où une décision sera prise. Francis Sorin, est-ce que nous en fûmes sur cette question comme sur d'autres sur le nucléaire depuis des années, sachant bien qu'il faut quand même aussi traiter ces déchets? Je ne pense pas qu'on nous enfume. Vous savez, ça fait des dizaines d'années que le secteur nucléaire français travaille à la question des déchets. En 1991, première loi, examinons les différents moyens. Et on s'est donné 15 ans pour examiner ces différents moyens. Ensuite, le Parlement choisit le stockage géologique en 2006. Et on a encore 15 ans en attendant que s'ouvre éventuellement la construction de CIGEO. On a encore 15 ans pour mettre au point, pour peaufiner, etc. Donc, je dirais que le projet CIGEO, c'est un projet qui vient de loin. Et vous dites qu'il n'y a pas urgence, on peut encore un petit peu réfléchir. Moi, je dis ce que dit l'IRSN et ce que dit la Commission nationale d'évaluation. Le projet CIGEO est mûr. Même si on a déjà mis beaucoup d'argent dans cette affaire-là, on peut encore envisager des choses. Le projet CIGEO est mûr pour entrer dans sa réalisation industrielle. Ah, d'accord. Oui. C'est intéressant de le noter. Donc on y est. Ce qui est important de dire, c'est et on a terminé. Il n'y a pas d'urgence pour le traitement pour stocker les déchets radioactifs. Par contre, il serait irresponsable de ne pas continuer les études pour mettre en sécurité ces déchets. Ce qu'on a demandé à l'ANDRA, c'est de poursuivre ces études pour préparer un stockage. Sur ce dernier point, moi je suis assez d'accord. Peut-être que la solution d'enfouissement est la seule solution possible. Peut-être. Je pense qu'on n'en sait pas du tout assez et que plutôt que de faire un projet industriel aujourd'hui, il faudrait faire un projet de démonstration de stockage beaucoup plus modeste, se prendre 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour l'étudier. On ne mettra le premier déchet HAVL dans un trou que dans 70 ans.
on n'est quand même pas à 5 minutes près. Bon. Et on essaye de nous faire avaler un truc dans les 5 minutes. C'est pas sérieux. Merci, messieurs. Pour le stockage. Merci, messieurs. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci, messieurs. C'est terminé. Qui pose beaucoup plus de problèmes d'urgence aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à Aurélie Dafarce de l'avoir préparé. Je vous rappelle notre adresse internet. Je vous dis aussi que, ma foi, il y aura plus de docu-débat d'ici la fin de l'année. Je sais que vous êtes très triste, mais il se trouve que ça va être les vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances, des bonnes fêtes. Et je vous dis que, eh bien, vous retrouverez à la rentrée Claire Barsac avec un débat sur Internet. Bonne fête sur Public Sénat. Comment